Pour le suivi des prévisions, on va utiliser ce qu'on appelle la déviation. La déviation, c'est un calcul qui est la différence entre la demande réelle et la prévision qu'on a effectuée. Donc parfois elle va être positive, parfois elle va être négative, selon que notre estimation était supérieure ou inférieure à la demande. Ces écarts positifs et parfois négatifs vont s'annuler. Parfois les plus, les moins vont s'annuler. Ce qui pourrait masquer le fait que l'on fait une erreur. Si parfois on a plus 10, parfois on a moins 10, au final, la somme de toutes ces erreurs va être égale à 0. Cependant, il y a quand même une erreur. Donc c'est pour ça qu'on utilise un outil qui est l'écart en valeur absolue. Donc on va sommer les écarts des valeurs absolues des erreurs. Donc par exemple, nous avons 8 trimestres avec les ventes réalisées sur ces périodes, les estimations que nous avions faites et on voit qu'à chaque trimestre, les ventes sont un petit peu différentes par rapport à ce qu'on avait estimé. Par exemple, pour des ventes de 122, on a pu estimer 112 et avoir un écart de 10. Donc la déviation était de 10. On calcule pour chaque période. 10, 12, 11. Sur un trimestre, on peut avoir une erreur de 15, donc une déviation de moins 15. Et quand on fait la somme de ces déviations, on arrive à un cumul de 25. Mais après, on prend une colonne qui s'appelle l'erreur, qui reprend les valeurs de la déviation, mais en mettant en valeur absolue, toujours en valeur positive. Ça permet de s'affranchir du fait que les valeurs négatives compensent les valeurs positives. Donc, du coup, le 10 reste 10, mais le moins 15 va devenir 15. Donc, c'est la différence entre déviation et erreur. C'est vraiment, dans un cas, on prend les plus, les moins. Dans un autre cas, on met tous en positif pour s'affranchir de l'effet signe. Donc, comment on va calculer notre erreur? On va calculer ce qu'on appelle l'erreur moyenne. Ça signifie qu'on va faire la moyenne des erreurs. Donc, on a calculé nos déviations. La somme des déviations fait 25. On a calculé nos erreurs en valeur absolue. La somme, cette fois-ci, fait 55. L'erreur moyenne, alors, dans ce cas-là, ça va être le 55 que nous divisons en 6 périodes. 55 divisé par 6, ça fait 9. Une erreur moyenne de 9, ça veut dire qu'en moyenne, nous sommes à une erreur de 9 en moyenne d'un côté ou de l'autre de la vente réalisée. Donc, on calcule l'erreur moyenne. Ensuite, on s'en sert. On s'en sert pour comparer deux moyennes différentes. Par exemple, moyenne mobile et lissage exponentiel. On calcule pour chaque méthode la déviation et l'erreur et on vérifie ainsi pour chaque méthode quelle est la méthode où l'erreur moyenne est la plus faible. Par exemple, l'erreur moyenne de 9 a pu être trouvée avec une moyenne mobile, une méthode de moyenne mobile, alors qu'avec une méthode de lissage exponentiel, on pouvait arriver à une erreur totale de 45,
divisé par 6 périodes, ça aurait donné 7,5. Dans ce cas-là, le lissage exponentiel donne une erreur moyenne plus faible. Donc c'est la meilleure méthode. On peut conclure que dans ce cas précis, la méthode du lissage exponentiel est la meilleure. Donc ce principe, on va pouvoir l'appliquer après un peu partout. On calcule à chaque fois l'erreur moyenne, on compare ces erreurs moyennes et ça nous permet de dire si une méthode est meilleure qu'une autre. Donc on a calculé ce qu'on appelle l'erreur moyenne. On voit que le premier usage de l'erreur moyenne, c'est de pouvoir juger, de pouvoir départager plusieurs méthodes de prévision entre elles. On va suivre une loi normale classique, centrée sur la moyenne. La moyenne est de 111. La moyenne des ventes réalisées sur la période est de 111. Donc, il y a une variabilité des ventes. Le calcul de l'erreur moyenne va nous donner une information sur la répartition des écarts autour de la moyenne. Donc, pour une erreur moyenne de 9, ça nous permet de dire qu'il y a plus ou moins 9 autour de la moyenne, c'est-à-dire plus ou moins une erreur moyenne autour de la moyenne. Nous aurons 60% de chances d'avoir nos ventes qui seront dans cette fourchette. Par rapport à notre moyenne de 111, 60% du temps, nous serons à plus ou moins 9 autour de la moyenne, donc entre 102 et 120. Ça, c'est des données statistiques autour de la moyenne. La répartition, elle est réalisée comme ça. Vous avez une moyenne et à plus ou moins une valeur moyenne, vous avez 60% des cas de figure. Si on élargit à 2, on arrive à 90% du temps. Si on arrive à 3, on arrive à 98% du temps. 98% des cas de notre demande, où on se situe donc entre 84 et 138. Votre demande n'est jamais égale à la moyenne. 100, c'est la moyenne, mais vous avez 109, 102, 110. Vous avez toujours des chiffres qui se baladent autour de la moyenne. Donc il y a toujours une variabilité. L'erreur moyenne vous permet de dire que 60% du temps, vous serez à plus ou moins une erreur moyenne autour de la moyenne. Donc 60% entre 102 et 120. Donc selon une loi normale, il y a un principe de répartition de ces valeurs. On a un indicateur de fiabilité des prévisions, c'est ce qu'on appelle le tracking signal. C'est une méthode qui nous permet de calculer un chiffre qui va nous donner une valorisation de la fiabilité de notre prévision. C'est une méthode qui s'appelle le tracking signal.
La formule, c'est la somme des déviations divisée par l'erreur moyenne. Donc, vous avez vos ventes, vous avez vos estimations, vos déviations, vos erreurs. Vous divisez la somme des déviations, pas l'erreur, la somme des déviations, donc on intègre la notion de signe, positif ou négatif, que l'on divise par l'erreur moyenne. Donc, par exemple, on fait la somme de 10, 12, 11, moins 15, 3 et 4. On arrive à 25. On divise par l'erreur moyenne, qui était de 9. Ça nous donne 2,7. Ce chiffre ne va pas vous dire si oui ou non votre méthode est bonne. Le tracking signal, en fait, il est utilisé comme point de repère et il va plutôt correspondre à une politique de votre entreprise qui va vous dire, qui va estimer que dans votre suivi quotidien des prévisions, on tolère d'aller jusqu'à un signal entre 0 et 3 par exemple. Le 2,7 ne donne rien comme information si ce n'est qu'il va aider à déterminer une politique qui pourrait être par exemple, écoutez, le jour où le tracking signal est supérieur à 3, on considère que la méthode n'est pas valable. Donc c'est un indicateur qui permet de juger la fiabilité, qui doit être comparé à un objectif fixé par la société. Donc si par exemple on calcule 2,7 et que votre société considère que au-delà de 2, la méthode n'est plus valable, alors là on dira ok, cette méthode ne fonctionne pas, 2,7 c'est pas assez satisfaisant, donc on va arrêter d'utiliser cette méthode et on va peut-être passer à une autre méthode comme le lissage exponentiel par exemple.